a des gentils partout, y a des méchants partout, y a des cons partout, y a des gentils partout. Je n'ai pas de baguette magique, mais j'ai des choses particulières. Les choses particulières qui m'ont permis de faciliter mon intégration, ce sont les personnes. Les personnes merveilleuses que j'ai croisées dans mon chemin. À l'occurrence, M. Ahmed Drouish, qui est un ami, un frère, qui m'a présenté pas mal de personnalités. M. Abdoulaye Diop, qui a toujours été une référence pour moi. Je vais vous raconter des anecdotes lorsque je suis arrivé et que je l'ai connu à distance, parce que je l'ai connu pour la première fois sur Facebook. J'ai tout fait pour avoir son numéro. Il m'a fallu 1 mois pour avoir son numéro, juste pour lui parler. Et j'avais une seule envie, d'aller le voir dans son bureau et de se prendre en photo avec lui. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et depuis lors, il est devenu un ami incontournable. C'est un père pour moi. Donc j'ai connu également une personne merveilleuse qui a guidé mes premiers pas. C'est Madame Aoba Diaw. Donc je le dis tout le temps. Peut-être sans elle, je ne serais pas là. Voilà. Comme on le dit en Wolof, fais-tu lire bu neexee ndey jaa fa jege. Donc c'est une personne à qui je dois tout. Donc il a gagné aujourd'hui le prix de l'applaudimètre. Je vous prie quand même de faire une ovation pour elle. Je remercie également d'autres personnes qui ont pris le train en marche et qui ont beaucoup contribué à mon intégration, à savoir mon ami et frère M. Abdou Dian, à qui l'on va donner tout à l'heure même la parole. Donc c'est quelqu'un également, un jeune très ambitieux, voilà, que j'ai connu. Tout de suite, j'ai su que nous avons les mêmes ambitions, on a le même profil et je l'ai côtoyé. Et depuis lors également, le président Abdoulaye Diop essaie quand même de joindre nos deux synergies, nos deux énergies, voilà, donc faire de telle sorte que vraiment qu'on puisse se donner la main dans la main et travailler ensemble. Et je pense que cela peut être bénéfique pour nous, mais également bénéfique pour la communauté sénégalaise. Merci beaucoup. Pour démarrer d'abord avec la première question, bon, moi je me dis que l'écriture, c'est vrai, n'est pas trop simple parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui savent écrire et qui ne savent pas parler. Et il y en a également d'autres qui savent parler et qui ne savent pas écrire. Donc, moi, j'ai longtemps écrit sans me sentir écrivain. J'avais un petit sac chez moi où j'entassais ces manuscrits. À un moment donné, j'ai senti le besoin donc, de partager mes sensations. Je le prenais au début, franchement, pour une sorte de passe-temps, jusqu'à ce que cela devienne un besoin vital. Et du coup, je me suis dit, il faudra que je puisse vraiment partager ce que j'ai en moi. Il faudra que je puisse également extérioriser mes idées, mais également et surtout donc, me soulager. C'est pourquoi j'ai dit tout au début de cet ouvrage-là que ce livre est le soulagement de mon cœur. Voilà, parce que tout simplement, j'ai pu expliquer, je me suis mis nu, sans rien laisser. Donc, je voulais coûte que coûte, voilà, donc que les gens puissent découvrir ma personne, ce que je vis intérieurement et extérieurement. Et cela vraiment a été couché sur la feuille blanche. Et comme vous le savez, à chaque fois que tu écris, tu ne vois pas les failles que tu fais. Mais peut-être que le lecteur qui lit tes manuscrits, c'est lui qui pourra te juger. Et du coup, tous les anciens, les premiers écrivains ou bien même les premiers penseurs, donc on dit cela. Il y en a qui ont des idées vraiment extraordinaires qui n'ont pas pu extérioriser. Socrate n'a jamais écrit. Et tout ce que Socrate sortait comme idée, c'est Platon qui l'a exploité. Donc il y en a d'autres également qui, de par leurs écrits, leurs manuscrits, ont pu également extérioriser donc, leurs sentiments.
Il y en a qui l'ont pris positivement et d'autres qui l'ont pris négativement. Parce que comme vous le savez, même ceux qui ont été au combat pour la défense de la négritude ont utilisé l'écriture comme étant leur arme, voilà, pour se défendre et pour défendre la race noire. Je me rappelle bien quand j'ai lu David Diop qui disait, parce qu'à un moment donné, il a été taxé d'être politicien, d'être, je ne sais pas, activiste, mais pas poète. Il disait, voilà, je sais que certains souhaitent me voir abandonner la poésie militante, terme qui fait ricaner les puristes au profit des exercices de style et des discussions formelles, mais leurs espoirs seront dessus, car pour moi, la poésie ne se limite pas à dresser l'animal langage, mais à réfléchir sur le monde et à garder la mémoire de l'Afrique. Donc je pense que ces écrits-là peuvent être la fenêtre sur laquelle on peut s'évader, mais également, elle peut être l'arme qui nous permettra quand même de se défendre et vraiment de juger nos valeurs en quelque sorte. Voilà. Et pour la deuxième question, ça, il faut le demander à Monsieur Youssef, honnêtement. Voilà, donc c'est lui qui m'a pris comme ça au hasard. D'abord, qui m'a amené pour la première fois au ministère du Transport du Maroc, où j'ai rencontré les plus hautes autorités marocaines. Je me rappelle, ce jour-là, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé parce que j'avais cette peur bleue de ne pas dire des bêtises, mais je n'ai pas parlé également parce que je ne savais pas quoi dire. Il m'a amené et m'a présenté étant un consultant en sécurité routière qui vient juste de faire une formation et qui n'a pas encore d'expérience. Tu lui confies le poste de directeur des études. Je me rappelle un jour, il m'a dit, je vais faire de toi l'homme qui va porter le projet de la sécurité routière en Afrique. C'est ça qu'il m'avait dit. Et je vais investir sur toi. Donc, essaye de t'impliquer davantage. Donc, si une personne te dit cela, et il pouvait le donner à n'importe qui, il y en a d'autres qui sont là, qui sont plus compétents que moi, qui sont plus âgés que moi. Je suis encore très jeune. Voilà. Donc, mais peut-être il a vu en moi quelque chose que je ne vois pas. Peut-être également il veut m'aider à aller de l'avant. Voilà, donc il devait normalement être là. Depuis ce matin, il m'a appelé 1000 fois. À chaque fois, il m'appelle pour me dire qu'est-ce que tu as porté? Tu as mis une cravate? Voilà, comment tu vas parler? Tu as déjà imprimé ton discours? Voilà, une personne qui se soucie de toi, qui vraiment prend la peine quand même de voir si tu es correct ou pas. C'est une personne qui t'aime et c'est une personne également qui va ta réussite. Maintenant, le professeur à l'université Cheikh Anta Diop disait que la réussite n'est pas loin. Il suffit juste d'avoir un domaine bien défini et tout faire pour s'y distinguer. Parce que Dieu est miséricordieux. Et parmi ces 99 noms, il figure Alhamdulillah. À chaque fois qu'il fait naître une personne, il met tous les moyens à sa disposition pour réussir. Si nous n'avons pas réussi, c'est parce que nous ne l'avons pas voulu. Mais lui, il a déjà tout prévu. Donc, quand je venais d'arriver au Maroc, je ne savais pas qu'un jour, je vais entendre le titre de directeur. Je me disais peut-être que je pourrais être un bon journaliste, mais pas un excellent journaliste comme Khadim Baye. Voilà. Donc, mais si aujourd'hui, Dieu m'a permis quand même d'être directeur quelque part, surtout dans une entreprise comme Eduschool, qui n'est pas n'importe quelle entreprise, donc je rends grâce à Dieu et je dis Alhamdulillah. Je pense que pour cette question, je l'ai déjà répondu ici, tout au début de cet ouvrage. Je dis ces 5 mois ont été très chargés pour moi. J'ai dû travailler des journées entières sans me permettre une pause, week-end compris. Je commençais à 8 h du matin et je n'arrêtais qu'à minuit souvent. Je n'avais qu'un seul et unique objectif en tête, donner vie à ce livre. Écrire son autobiographie à 34 ans est certainement inhabituel, mais comme on dit, personne ne sait de quoi demain sera fait. Si je suis toujours en vie à 68 ans, j'écrirai la deuxième partie. Maintenant,
ceux avec qui je partage mon bureau peuvent me témoigner. Je prends en témoin M. Alidia et M. Salafal. Je ne sais pas s'il est là. À qui je demandais souvent de venir voir. Si je termine des paragraphes donc, que je vois ambigus, je leur demande de venir voir. Ils lisent et ils me donnent leur avis. J'efface et je recommence. Donc, c'était pas trop facile, mais quand même, c'était pas trop difficile. Parce que comme je l'ai dit tout au début de mon discours, je suis issu d'une famille griotte. Je le dis et je le répète. Et être griot veut dire être dépositaire donc, de l'histoire africaine. Alors, il y a notre grand-père Djibril Tamsir Niane qui a essayé de montrer même vraiment l'importance du griot dans la cour royale. Parce que c'est lui qui avait l'habitude quand même de prendre l'histoire du roi ou bien des descendants du roi qu'il va par la suite donc faire apprendre au peuple. Et cela demande également d'avoir une mémoire forte. Et quand on a une mémoire forte, on a également une pensée aiguë. Et cela nous donne des idées, donc à donner plus d'importance, à donner plus de vie, à donner également plus d'harmonie à l'histoire. Donc du coup, vu que je suis issu de cette famille griotte et fils de Ndiaye Samba Mboup, que je dis toujours, parce que j'en suis fier, voilà, donc cela n'a pas été trop difficile pour moi. Et comme je vous l'ai dit, Djibril Tamsir Niane qui disait que dans la cour royale de Sundiata, parce qu'il avait dit dans l'épopée de Sundiata que j'ai lu plusieurs fois même, il essayait de décrire le griot qui vivait dans la cour royale. Il s'appelait Djeli Mamadou Kouyaté. Il disait, je suis griot, c'est moi Djeli Mamadou Kouyaté, fils de Bintou Kouyaté et de Djeli Kenyang Kouyaté. Maître dans l'art de parler depuis le temps immémoriaux, les Kouyatés sont au service du Mandeng du Kaïta. Nous sommes les sacs à parole, nous sommes les sacs qui renferment les secrets, et sans nous, les noms des rois tomberaient dans l'oubli. Nous sommes les mémoires des hommes. Donc cela nous explique un peu donc, la mémoire du griot, mais également la facilité donc, de retracer l'histoire, mais également de faire apprendre donc, au peuple ce qu'est l'histoire et en quelque sorte de retenir une leçon qui peut nous servir et qui peut servir tout le monde. Il y a des Antilles partout. Il y a des méchants partout. Merci beaucoup. Pour répondre à la première question, moi je me dis que c'est Dieu qui parle à voix basse à mon âme. Donc parfois, il m'arrive la nuit donc d'être inspiré. Voilà, comme le premier livre que j'avais écrit, qui était de la poésie. Donc moi je peux vous dire que tous les poèmes que j'ai écrits, l'inspiration m'est venue soit en dormant ou bien en étant dans les toilettes, vous m'excusez. Voilà. Mais c'est ça, voilà. Donc là, j'ai automatiquement une inspiration fou. Je viens et j'écris. J'avais écrit un poème sur Dakar que lorsque l'éditeur l'a lu, il m'a demandé où est-ce que tu as trouvé ça. Je lui ai dit, ben, c'est moi qui l'ai écrit. Il m'a dit, c'est plus fort que toi. Voilà, et je ne sais pas ce qui m'a pris. L'inspiration m'est venue comme ça. Et je l'ai écrit. Voilà, donc je pense que c'est Dieu qui parle à voix basse à mon âme. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, c'était encore... oui, le conseil que je donne à tout le monde, c'est d'être armé de patience. D'être armé de patience. Voilà, surtout. Parce que quand on n'est pas patient, on ne peut pas réussir. Nous voulons tous être des millionnaires et des milliardaires. Et j'ai l'habitude de le dire. Nous avons une société qui pense que celui qui n'a pas des millions n'a pas réussi, alors que c'est faux. La réussite est au-delà de l'aspect financier. Donc la réussite, c'est quand une personne, même vendeur de café, dans un coin,
arrive à une étape où tout le monde dit que ce vendeur de café est le meilleur. Donc lorsque tout le monde est d'accord des efforts que tu fais, mais également donc de ce que tu as réussi, c'est là où on peut parler de réussite. On peut tous être riches, mais comment? Parce que même le voleur qui est à côté peut voler des millions. On ne peut pas dire que cette personne-là a réussi. Voilà. Donc du coup, il ne faut pas voir l'aspect financier. Et le problème que nous avons, c'est que nous voulons tout le temps montrer aux autres que maintenant nous avons ce que tout le monde cherche, c'est la richesse. Et pour moi, la richesse la plus forte, c'est la connaissance. C'est pourquoi j'essaie d'avoir le plus d'amis possible. Même si parmi ces amis-là, j'arrive parfois à en sortir quelques-uns. Parce qu'un jour, un sage m'a dit, mieux vaut s'armer de 4 amis. Le premier, c'est celui qui te dit que la vérité. Le deuxième est celui qui te conseille quand tu en as besoin. Et le troisième est celui qui t'épaule à chaque fois que tu as besoin d'aide. Donc, il peut être là. Et le quatrième, c'est l'amour fou, celui qui t'aime et sans raison. Y a des gentils partout, y a des méchants partout. Pour répondre à cette question-là, pour parler de mes échecs, je n'ai pas parlé d'un seul échec, mais voilà, je serais malhonnête de parler de mon parcours, juste essayer de relater mes réussites et de ne pas parler de mes échecs. Voilà. Le premier échec que j'ai énuméré dans ce livre-là, c'est quand on m'a exclu au sein de Fadilou Diop pour mauvais comportement. Parce qu'on avait, je l'ai dit dans ce livre, on avait une salle de jeu qui était à côté, où on passait plus de temps. On préférait même sécher les cours pour continuer une partie de baby-foot. À l'époque, je ne vivais pas avec ma mère, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais avec ma grand-mère qui ne comprenait absolument rien. Si je lui demande de l'argent, elle me donne, je pars à l'école, mais je ne fais pas des cours. Donc du coup, à la fin de l'année, ils se sont rendus compte que nous avons raté beaucoup de devoirs. Donc ils ne nous ont pas permis de redoubler la classe, mais le principal à l'époque avait décidé de nous exclure. J'étais pas seul, j'étais avec Eliman Tchane, qui est devenu un grand businessman en Afrique du Sud. Juste pour vous dire que également la réussite n'est pas seulement dans les études. J'étais également avec Elas Diop, qui travaille à l'ambassade des États-Unis. Voilà. J'étais également avec Salou Gueye, qui est devenu entrepreneur également. Toutes ces personnes-là, je les ai revues il y a 5 ans de cela. Donc, du coup, revenir sur l'autobiographie est un devoir pour moi de parler de mes échecs. Et quand j'ai raté le bac, c'est vrai que c'était dur parce que j'ai raté le bac à juste, voilà, parce que je devais compléter 25 points au second tour, parce que j'étais admis au second tour où je devais compléter 25 points. Voilà, vu que j'avais eu 1 en mathématiques, je ne pouvais pas ne pas reprendre les mathématiques. Et quand je devais reprendre les mathématiques, je savais que je ne vais pas faire mieux que ce que j'avais fait au premier tour. Ouais. 1 sur 20. J'ai eu 1 sur 20. Voilà. Maintenant, je devais reprendre les mathématiques et l'anglais. L'anglais, j'ai eu 3, je pense, si je ne me trompe pas, j'ai eu 3 en anglais et 1 en mathématiques, 13 en philosophie et 14 en français. Maintenant, je suis venu voir un de mes anciens professeurs. Je me rappelle à l'époque, j'étais au lycée de Parcelles Assainies. Je lui ai dit, monsieur, je suis confus. C'était mon professeur de français. Il s'appelait monsieur Samb. Je lui ai dit, monsieur, je suis confus. Je dois reprendre des matières au second tour. Et il n'y a que les mathématiques et l'anglais que je dois reprendre normalement.
Il m'a dit, tu as combien en français? Je lui ai dit 14. Il m'a répondu, Samadjan Watina, mon serpent est descendu. Maintenant, débrouille-toi. Donc, je suis venu, j'ai coché les mathématiques et l'anglais. Et tout en me disant dans ma tête que je vais, par miracle, croiser un élève qui va reprendre les mathématiques et qui sera plus fort que moi. Parce que si j'arrivais juste à avoir 8 en mathématiques, c'est bon. Je suis venu, j'ai trouvé un gars qui s'appelait Beydimboub, qui est actuellement caméraman également à la 2STV. Je le vois tout le temps sur la télé, sur l'internet et consorts, les réseaux sociaux, qui était devant moi. Quand je suis venu, je lui ai demandé est-ce qu'il est fort en mathématiques. Voilà. Il m'a dit je pense pas. Je lui ai dit tu as eu combien? Il m'a dit 1, comme moi. Bon, on n'avait plus de choix. On nous a donné le sujet que j'ai traité comme il le faut. Franchement, j'ai pris le temps vraiment de le traiter, d'y mettre toute mon énergie. Voilà, tout ce que je savais, je l'ai dit ce jour-là. Voilà. Mais malheureusement, on m'a encore donné 1. Oui. On m'a encore donné 1. Même le professeur d'anglais était un peu beaucoup plus compréhensif que le professeur de mathématiques. Lui, il m'a donné 5 au lieu de 3 au premier tour. Mais le professeur de maths m'a encore donné 1. Maintenant, quand les résultats sont sortis, je suis venu et je n'ai pas vu mon nom sur la liste. Vraiment, ça a été terrible parce que j'ai vu le dernier de notre classe qui a réussi ce jour-là. Le dernier de notre classe. Il était dernier. Oui. J'étais 1000 fois meilleur que lui. Il a réussi le second tour. Mais c'est ça qui m'a fait pleurer. Parce que je me dis, avec tous les efforts que j'ai faits, vraiment, et lui-même, c'est moi qui lui donnais des cours en philosophie. Voilà, il a réussi et moi non. Donc, ces vacances-là étaient vraiment longues. Et quand je devais reprendre la classe de terminale, l'année qui suit, j'étais dans la même classe avec Pape Ibrahim Sow, il est là, voilà. Je ne le prenais pas au sérieux, j'étais deuxième de la classe. Il est là, il peut me prendre en témoin. J'étais deuxième de ma classe et arrivé au bac, je me suis dit, maintenant, je ne vais pas me casser la tête. Je vais essayer quand même de compléter ce que je dois avoir dans les mathématiques, dans les autres matières. Et c'est ce que j'ai fait vraiment et qui m'a vraiment porté chance. Et cette année-là, j'ai pu réussir le bac. Alhamdoulilah. Franchement, j'ai connu une vie en dents de scie. Vraiment, j'ai connu pas mal de passages de ma vie qui ne me permettent plus de me dire que je vais m'aventurer à rester sur telle ou telle chose tout en délaissant d'autres choses. Aujourd'hui, je suis dans la sécurité routière. Hier, j'étais dans le journalisme. Voilà. Pourquoi pas demain être un Sembène Ousmane ou bien à un Marouba Gueye ou bien à un Senghor ou bien à un Césaire. Voilà, donc de toute façon, l'écriture qui était une passion pour moi tout au début est devenue un besoin vital. Donc, et à chaque fois que je sens le besoin d'extérioriser mes sentiments, je vais prendre une plume et une feuille blanche pour faire coucher mes idées sur la feuille blanche. Donc, pourquoi pas avoir une carrière d'écrivain? Bon, si peut-être je me perfectionne, si aujourd'hui Dieu me donne les pensées de Khadim Baye, si Dieu me donne demain également l'aptitude qu'il a pour écrire des manuscrits, vraiment, je pense que je pourrais vraiment entamer une carrière d'écrivain. En tout cas, pour l'instant, je suis encore apprenti journaliste. Je suis également apprenti écrivain et je continue à poursuivre mon chemin et personne ne sait ce que demain fera. Voilà, de toute façon, je n'exclus rien. Je suis là et on va voir également ce que l'avenir nous réserve. Inch'Allah.